Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alma Mater Europa. Alma Mater Europa, c'est le podcast de l'université franco-allemande l'UFA. L'UFA, c'est un réseau de 208 universités qui organise depuis plus de 20 ans des diplômes binationaux et trinationaux en Europe. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'anciens étudiants et étudiantes de l'UFA pour évoquer leur expérience universitaire et professionnelle en Europe. Je m'appelle Cécile Boutelet, je suis journaliste française, correspondante en Allemagne et je vous accompagne dans cette série de 6 épisodes produits en français et en allemand à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Jérémy Le Guen. Jérémy est français. Il est ingénieur en Allemagne chez Forvia, anciennement Faurecia, un grand équipementier automobile français. C'est un de ces jeunes professionnels pour qui l'Europe est une évidence au quotidien. Au collège, Jérémy n'était pourtant pas le meilleur de sa classe en allemand. Mais quand sa prof d'allemand lui parle du programme Voltaire, qui organise des échanges de 6 mois entre des jeunes Français et des jeunes Allemands, il se dit que c'est peut-être une occasion à saisir. Il décrit cette expérience comme l'une des plus fortes et des plus marquantes de sa vie. Il a ensuite suivi un double cursus franco-allemand en ingénierie à Rouen et à Kaiserslautern avec le soutien de l'université franco-allemande. Dans cet épisode, Jérémy raconte son passage au lycée allemand et à l'université où il s'est étonné de voir combien les jeunes Allemands ont plus de temps libre et d'autonomie que les jeunes Français. Il nous dit aussi pourquoi. Alors, ingénieur chez Faurecia, il a décidé de passer 2 ans à Shanghai, en Chine. De cette expérience, il a glané de solides compétences interculturelles et quelques recettes sur la meilleure façon de faire travailler ensemble des équipes franco-allemandes et internationales. Écoutez-le jusqu'au bout, c'est passionnant. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Jérémy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Cécile. Alors Jérémy, comme toujours, on enregistre à distance. Où est-ce que tu te trouves actuellement ? Alors, je me trouve à mon domicile à Lauterbourg. C'est une petite ville située à 60 km au nord de Strasbourg et qui est donc située à 500 mètres de la frontière avec l'Allemagne, sachant que mon bureau se situe de l'autre côté de la frontière, à quelques kilomètres. Quel a été ton premier contact avec l'allemand ? Quand est-ce que tu as commencé à apprendre la langue ? J'ai commencé à apprendre l'allemand au collège. euh, Et donc, j'ai poursuivi du collège au lycée. J'étais pas forcément le meilleur dans ma classe. Mais j'ai eu la chance de participer au programme Voltaire, donc qui est un échange entre la France et l'Allemagne. Ça fonctionne comme un binôme. Donc le français est hébergé avec son correspondant dans une famille allemande pendant 6 mois, et ensuite le correspondant allemand vient en France passer 6 mois dans la famille d'accueil du français. Je suis tombé en fait dans ce programme Voltaire un peu par hasard. On me l'a proposé via mon cours d'allemand. Je n'avais pas forcément réalisé ce que ça voulait dire de partir de chez moi pendant 6 mois, d'aller en Allemagne. Mais au final, ça s'est révélé être une expérience fantastique, et je dirais une des expériences les plus importantes de ma vie, puisque de là a découlé pas mal de choix qui m'ont amené jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Alors 6 mois dans une famille qu'on ne connaît pas, dans un autre pays, c'est long. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas ? Alors, dans mon cas, à l'âge de 16 ans, j'avais envie de m'émanciper un petit peu, de partir un petit peu loin de ma famille, de découvrir une autre culture, un autre pays, de construire un petit peu ma propre identité, ma propre vie. À l'époque, donc lorsque j'avais 16 ans, j'habitais à l'île de la Réunion avec mes parents. Donc la première chose qui m'a choqué en arrivant à Cassel en plein mois de février, c'est forcément le climat, puisque à La Réunion il fait chaud, c'est l'été, et à Cassel il fait forcément très froid en hiver. La deuxième chose qui m'a choqué, c'est forcément la langue, puisque d'arriver en Allemagne, de tomber dans le bain linguistique en Allemagne, c'est forcément très différent des cours d'allemand que l'on peut avoir au collège et au lycée. On est vraiment confronté au besoin de communiquer et de se retourner un peu la tête pour trouver la bonne façon de communiquer. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette période-là ? Alors, la chose qui m'a le plus marqué en Allemagne, c'est avant tout l'indépendance.
que les jeunes peuvent avoir là-bas. Les jeunes Allemands sont beaucoup moins encadrés, à la fois par la famille et par l'école. Donc le lycée démarre le matin à 8 heures et finit à 14 heures, ce qui leur laisse presque tous les jours l'après-midi entière pour faire absolument ce qu'ils veulent. Donc il y en a qui font de l'art, il y en a qui font du théâtre, certains prennent des cours de musique, il y en a aussi qui travaillent, hein, qui ont un petit boulot. Ma première impression lorsque je suis arrivé, ça a été que les jeunes Allemands sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qui les intéresse, de ce qu'ils ont envie de faire plus tard également. Et donc, dans l'ensemble, ils sont beaucoup plus matures que les lycéens français. Alors après cette expérience longue, tu as, j'imagine, un très bon niveau d'allemand. Comment tu décides de conserver l'allemand, de le mêler à ton projet professionnel? Après avoir passé mon baccalauréat, j'avais envie de lier 2 choses qui m'importaient, à la fois l'ingénierie. Depuis mes années lycée, je savais que je voulais faire des études d'ingénieur. Je savais que je voulais faire soit, des voitures, soit des avions. J'avais une idée un petit peu, assez concrète de ce que j'avais envie de faire. Et la 2 chose que je voulais avoir dans ma vie, c'était, cette relation avec l'Allemagne, hem, puisque j'avais passé, pas mal de temps, déjà à découvrir la culture, à apprendre la langue et l'Allemagne était presque devenue mon pays d'accueil, à cette époque-là. Je savais qu'il y avait des écoles d'ingénieurs en France qui proposaient des cursus en double diplôme. Cursus double diplôme qui est il y avait alors d'un côté on peut participer à Erasmus, mais c'est vrai que les cursus en double diplôme par rapport à Erasmus permettent de mieux valoriser ce temps à l'étranger, et aussi d'avoir à la fin un diplôme à la fois français et un diplôme allemand. Donc moi j'ai choisi l'INSA, Institut national des sciences appliquées, qui proposait donc un cursus en double diplôme en ingénierie mécanique avec Kaiserslautern en Allemagne. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné pendant cette période, alors que tu connaissais bien le pays? De la même façon que j'ai été surpris, au lycée de la liberté des lycéens, j'ai aussi été surpris en Allemagne de la liberté des étudiants. Hem, Au final, en France, quand on fait des études en école d'ingénieur, on retourne presque au lycée. On est encadré par les cours, on a des devoirs à faire, on est très encadré aussi dans la vie étudiante, on vit sur le campus, mais l'école garde quand même une influence très forte sur, la vie même, la vie étudiante à l'extérieur de l'école. Alors qu'en Allemagne, on est, parfaitement libre de s'organiser comme on le souhaite. On peut, participer aux cours que l'on veut, même s'il y a un tronc, commun, mais on est quand même libre de choisir des options, des cours en plus, d'enrichir son cursus avec des choses que on ne pourrait pas faire en France. Par contre, ce que j'ai regretté en Allemagne ou ce qui m'a manqué en Allemagne par rapport à la France, c'est vraiment la, relation personnelle que l'on a avec, les profs et avec les encadrants en école d'ingé en France. Hem, je pense qu'en France, il y a un encadrant pour à peu près 30 étudiants, alors qu'en Allemagne, il y a un professeur pour peut-être 500 ou 1000 étudiants. Donc c'est forcément pas la même relation. C'est plus compliqué de poser des questions en Allemagne, à la fin du cours, heu, par rapport à la France. C'est plus compliqué d'approfondir un sujet avec un professeur en Allemagne et la chose qu'il faut, reconnaître en France, c'est la chance de pouvoir faire des travaux dirigés avec les professeurs, d'avoir également des travaux, pratiques qui permettent de toucher un petit peu, de façon concrète, par la technique. On touche en fait à la théorie. Par exemple, à l'INSA, on a construit un robot, des choses comme ça qu'on ne peut pas faire en Allemagne vu qu'il y a beaucoup trop d'étudiants par rapport au nombre d'encadrants. Alors après ces études d'ingénieur franco-allemande, tu n'as pas perdu le fil de l'Allemagne puisque tu as fait un stage dans une entreprise européenne qui est Airbus. Et puis ensuite, tu es passé chez Forestia, là une entreprise française mais très internationale et avec une antenne en Allemagne. Tout à fait. Donc après Airbus, j'ai eu une proposition de la part d'un ancien étudiant de l'INSA, pour rejoindre donc Forestia qui est devenu, Forvia, il y a quelques semaines. Hem Et qui est une entreprise, à l'ADN complètement différent d'Airbus. Il y a un siège
en France, qui gère différents centres de développement. Il y en a en France, à côté de Paris, il y en a un en Allemagne, là où je travaille, il y en a aussi en Chine, au Japon, en Inde, donc vraiment sur toute la planète. Donc l'ADN de cette entreprise est vraiment international. Et au final, les équipes de différents pays travaillent ensemble et les arbitrages entre les équipes sont pris via des indicateurs soit économiques, soit qualitatifs, soit techniques, mais factuels et non pas émotionnels, et qui permettent que ça fonctionne. Comment est-ce qu'on s'organise exactement? Comment est-ce qu'on fonctionne ensemble sans perdre en efficacité? La première chose, c'est que les équipes sont mixées. C'est-à-dire que, on peut avoir, un directeur d'usine, par exemple en Slovaquie, qui a un directeur qui est en France, mais une partie de ses équipes sont en Espagne. Donc on n'a pas c'est pas comme une équipe de foot où on a, d'un côté les Français, les Allemands, les Polonais, c'est beaucoup plus mélangé. Comme si on créait, une équipe de foot avec, le goal, serait français, l'attaquant serait allemand et le défenseur serait, je sais pas, chinois. Donc le mix, fait que, il y a pas d'espace dans les équipes pour, développer un sentiment, nationaliste, j'ai envie de dire. L'avantage que l'on a chez Forestia, c'est que l'on est aussi, guidé, drivé au niveau des plannings des projets par, des impératifs. Il faut lancer, la production d'un véhicule, disons, le 1er janvier 2023. Donc il n'y a pas forcément le temps d'arbitrer pendant, des mois et des années, heu, sur un sujet. Les décisions sont prises, ensemble, pendant des revues avec le management, et une fois que c'est pris, on y va et on ne revient pas sur les discussions. Tu as accepté, à ce moment-là, une proposition qui t'a été faite par ton entreprise. Tu m'as dit de partir 2 ans en Chine. Alors là, c'est le grand écart culturel. Qu'est-ce qui t'a, là aussi, encouragé à sauter le pas? Je suis parti en Chine un petit peu par hasard, j'ai envie de dire encore une fois un petit peu par erreur. Hem, et j'avais discuté un jour avec un j'ai discuté un jour avec un collègue, on était ensemble en voiture, on discutait, il m'a demandé ce que je voulais faire, après mon expérience en Allemagne, et donc je lui ai dit: «Oh, j'aimerais bien partir faire autre chose, je sais pas, les États-Unis, la Chine, partir loin, voir autre chose». Et quelques mois plus tard, il y a une personne qui se présente face à moi, qui me dit: «Beh, voilà, je suis, la responsable, de l'engineering, de Forestia en Chine, et on m'a dit que tu voulais nous rejoindre en Chine, donc bah, voilà, ton contrat est, prêt, on a demandé les visas et et tu pars dans 2 mois». Et d'un côté, heureusement que ça s'est passé comme ça, parce que quand on commence à réaliser ce que ça veut dire de partir en Chine, seul, alors qu'on parle pas chinois, alors que je n'avais jamais mis les pieds en Asie, on peut commencer à se poser des questions sur le bien-fondé de cette décision. J'ai passé 2 ans à Shanghai, dans le centre de développement donc de Forestia en Chine. Donc à vivre évoluer dans une communauté aussi bien chez Forestia qu'en dehors, hein, dans une communauté, internationale, tous les pays sont vraiment, se retrouvent en Chine. Ce qui est formidable là-bas aussi, c'est le dynamisme, alors forcément le dynamisme économique, tout est à alors tout était à construire, lorsque j'y suis allé, il y a presque 10 ans. Tout était encore à construire. Alors justement, une question là sur ton rôle. Pourquoi, pour quelle raison tu as été envoyé là-bas? Quelle a été ta mission sur place en tant qu'ingénieur européen? Donc j'ai été envoyé en Chine pour, apporter en fait l'esprit, européen. C'était ça mon job à la base, hein. Donc c'est et apporter l'esprit européen, ça veut dire apporter les méthodes de travail européennes, comment on s'organise, comment on organise un planning. Ce sont des choses en fait qui ne vont pas forcément de soi en Chine. Notamment le concept de, management du temps en fait, n'est pas forcément le même en Chine.
Donc mon objectif à moi, c'était d'apporter des méthodes de travail, qui correspondent, aux besoins à la fois des équipes, de Forestia, mais qui correspondent aussi aux besoins de nos clients européens. Je pense que l'expérience Voltaire et aussi l'expérience du double diplôme m'a permis d'être flexible et d'être, ouvert, à des à des méthodes, à des modes de vie et à des méthodes de travail qui n'allaient pas, forcément de soi pour moi. Et tous ces éléments-là que j'ai appris avant ont été mis, à contribution, lorsque je suis, arrivé en Chine, sachant que, la culture là-bas est vraiment, ouais, complètement différente. Je pense qu'il faut en tant qu'occidental, en Chine, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut, prendre le temps, ne serait-ce que pour communiquer. Ce qui m'a le plus marqué là-bas, c'est la capacité de travail des Chinois qui n'hésitent pas à venir, bosser le samedi, le dimanche, qui peuvent, sortir leur ordinateur pendant les vacances, s'il le faut. Il y a un vrai but commun en Chine de développer des projets et de développer l'activité. Tu y as été, quand même il y a presque 10 ans, c'est ce que tu nous as dit. Aujourd'hui, les choses quand même ont beaucoup changé. Qu'est-ce qui, selon toi, différencie la période actuelle avec, ce que tu as connu, pendant ton cette période chez Forestia en Chine? À l'époque où je suis parti, les conditions n'étaient pas les mêmes. Je pense qu'avec le Covid, la Chine s'est énormément refermée sur elle-même. En plus, donc le gouvernement chinois a choisi une stratégie zéro Covid qui limite, qui potentiellement peut à tout moment limiter énormément les déplacements. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est compliqué. En plus, le fait qu'il y ait beaucoup moins d'échanges avec l'étranger, je pense que ça a provoqué une sorte, oui, d'enfermement, des Chinois, qui ne vont plus beaucoup à l'étranger et il y a plus beaucoup d'étrangers qui vont, donc sur le sol chinois. Qu'est-ce que tu gardes alors de cette expérience de 2 ans à Shanghai? Je pense que ma vision de la vie a changé, ma vision de ce que les gens peuvent penser, peuvent ressentir. C'est très intéressant de vivre en fait avec des gens, qui n'obéissent pas du tout, ne suivent pas du tout les mêmes concepts que nous. Je pense que le concept de temps est très spécifique en fait à l'Occident et par exemple les Chinois ne comprennent pas l'idée de perdre son temps. Ça nous est arrivé de nous retrouver, à attendre pour démarrer une réunion pendant, 30 minutes, 45 minutes, jusqu'à ce que je dise à mes collègues: «Mais, on perd notre temps là» et que mes collègues me regardent en disant: «Bah, non, on comprend pas, non, non, on perd pas notre temps, on attend». On attend. Donc c'est quelque chose, de complètement, différent, hem et donc de savoir qu'il y a des gens dans le monde qui pensent d'une façon complètement différente, ça permet aussi d'appréhender plus facilement des réactions auxquelles on ne s'attend pas et qui ne correspondent pas à notre logique. Ça permet en fait d'appréhender une logique différente plus facilement et de façon plus naturelle. On apprend à la fois à développer son empathie, à essayer de comprendre ce que l'autre ressent et on apprend aussi à l'accepter, et à ne pas voir ses propres modèles de pensée, comme des dogmes. Alors c'est intéressant ce que tu dis dans une perspective européenne. Qu'est-ce que toutes ces expériences, t'ont apporté? Comment elles ont marqué ta vision de l'Europe? Mon expérience personnelle, donc à travers mes études, à travers, mes premières années de mon début de carrière en Chine, mais aussi à travers ma famille. J'ai dans ma famille, donc, un beau-frère qui est néerlandais, j'ai une grande sœur qui habite au Royaume-Uni, qui vient d'avoir un bébé avec un Anglais. Donc, tout ça, tout ce package-là, moi, me fait ressentir profondément européen. Je pense que les discours nationalistes, à la fois, sont, décalés de la réalité. Hem, la personne qui veut, par exemple, fermer les frontières, n'a jamais mis un pied, ici à Lauterbourg, vu qu'ici, la moitié des personnes, qui habitent ici, partent, bosser en Allemagne, chaque jour. Donc ça n'a pas de sens, en fait. Le concept de frontière, ici, en tout cas, n'a pas de sens. En soi, l'Europe, c'est génial, je veux dire, la période Covid a été un petit peu difficile, mais maintenant on peut recommencer à voyager, on peut faire un week-end en Italie, on peut aller, faire des vacances, en Grèce, on peut partir,
faire la fête de la bière en Allemagne, passer un week-end à Paris, c'est génial et en fait, il y a que l'Europe qui a ça. On a la chance d'avoir plein de petits pays avec des cultures spécifiques, qui sont collés les uns aux autres et donc du coup, en 1 heure d'avion, on peut passer d'une culture à une autre, c'est une vraie richesse. Après, d'un point de vue géostratégique, économique, je pense que l'Europe devrait être plus forte. On devrait assumer d'être tous européens et, euh, et de vouloir se défendre ensemble et de vouloir construire des projets ensemble. On peut quand même protéger sa culture locale, mais néanmoins, on devrait accepter d'être une équipe tous ensemble et de coopérer ensemble. Je trouve que la crise du Covid nous a vraiment renforcé de ce point de vue-là. Moi, je trouve ça très bien de voir que Ursula von der Leyen prend le leadership sur pas mal de sujets, que ce soit les vaccins, les masques, maintenant la crise en Ukraine avec la Russie. Alors toi, tu vis ça particulièrement dans ton quotidien, à la fois géographique et professionnel. Comment est-ce qu'on peut créer cet esprit européen à l'intérieur d'une entreprise? Euh, Forger un esprit européen dans les entreprises européennes, ça vient à la fois du cadre dirigeant et de l'opérationnel. Dans l'opérationnel, il faut mixer les équipes. Et d'un point de vue management, il faut vraiment des gens qui ont la double casquette, qui ont cet esprit européen. Je prends l'exemple de Forestia, où notre CEO a fait une partie de ses études aussi en Allemagne. Il y a vraiment cette culture qui peut ruisseler en fait du management jusqu'à l'opérationnel pour souder des équipes qui, par nature, ne seront pas forcément enclins à travailler ensemble. Alors, quels sont tes projets personnels? À quoi tu rêves, à la fois pour toi-même et peut-être pour l'Europe, pour les prochaines années? Mes projets dans les prochaines années, c'est déjà de construire une famille. Donc d'un point de vue personnel, c'est de m'établir un petit peu mieux d'un point de vue familial. J'aimerais aussi construire ma propre entreprise. J'ai déjà quelques idées. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans le management européen. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés à gérer cet aspect international et à mobiliser les équipes pour créer une émulsion, vraiment maximiser le rendement de leur entreprise. Et donc c'est vraiment dans ce domaine-là que je voudrais investir dans les prochaines années. Jérémy, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci à toi, Cécile. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous voulez en savoir plus sur Jérémy, son expérience, son cursus ou sur l'université franco-allemande, vous pouvez volontiers contacter l'UFA. Et si le podcast vous plaît, nous serions heureux si vous pouviez nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt.